Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ces merveilleuses idées mènent le monde et ravi d'y parler de musique. Ravi et très honoré, très fier, légèrement ému évidemment, de parler de musique avec Laurent Bayle, que j'ai l'honneur d'accueillir et de vous présenter, qui est le directeur général de la Philharmonie de Paris, immense et magnifique vaisseau dédié à la musique, aux musiques, à toutes les musiques, pour le plus grand public possible, en particulier pour les gens qui se sont sentis éloignés très longtemps. Et nous allons commencer avec Laurent Bayle, que je remercie évidemment très chaleureusement de sa présence ici, à Pau. Il nous avait fait aussi l'immense honneur d'inviter l'Orchestre de Pau et nos chers petits Camino Demos le 21 juin dernier à la Philharmonie de Paris. Et à cette occasion, François Bayrou, qui était évidemment là au concert, avait eu beaucoup de discussions avec lui, avec Laurent Bayle. Donc évidemment, le thème de ces idées mène le monde de cette année, demain, un autre monde, parler de musique, parler de la musique de toujours, envisager la musique de demain, même si cette musique, elle est aux mains des artistes, et il est très difficile de prévoir la création, la révolution artistique, si tant est qu'il y en ait eu. Mais en tout cas, la musique éternelle accompagnera-t-elle le monde de demain? Le monde de demain aura-t-il besoin de musique? Et aura-t-il besoin de musique dans des lieux aussi beaux, aussi prestigieux et aussi accueillants qu'une salle de concert? Quand on sait qu'aujourd'hui, je le lisais ce matin en préparant cette rencontre, près de 70% des jeunes entre 20 et 35 ans passent plus d'1 heure par jour à écouter de la musique avec un casque. Alors c'est merveilleux parce qu'on n'a jamais autant écouté de musique qu'aujourd'hui, mais en même temps c'est une pratique individuelle qui doit faire réfléchir quand on gère une salle de 2400 places, que l'on remplit quasiment tout le temps. Donc merci beaucoup à Laurent Bayle d'être ici, merci beaucoup à vous, chers amis, dans cette ville de musique. Nous allons commencer par parler du projet de la Philharmonie, car il porte en lui la modernité de demain. Laurent Bayle dirige ce vaisseau aujourd'hui, je l'ai dit, mais Laurent Bayle l'a conçu avec les pouvoirs publics dès le départ. Installer une salle symphonique dans le nord-est parisien, pour ceux qui connaissent Paris, où on imagine que le public symphonique ne réside qu'à Neuilly-sur-Seine ou au 16e, dans le 16e ou dans le 17e, c'était déjà une gageure. Cher Laurent Bayle, bonsoir. Et commençons par ça, et je pense que ça va nous ouvrir sur tout un tas de sujets en relation avec le sujet des rencontres littéraires, les idées mènent le monde. Pouvez-vous nous parler de la Philharmonie de Paris? Alors, permettez-moi d'abord de vous faire un retour sur remerciement, parce qu'effectivement, j'ai eu le plaisir d'accueillir l'Orchestre de Pau, Pays de Béarn, mais également le projet des enfants El Camino, et j'ai eu le plaisir là d'avoir des échanges très riches avec François Bayrou. Donc je veux remercier à mon tour les organisateurs des idées mènent le monde et le maire de Pau de m'avoir invité. Alors, parler de la Philharmonie, c'est un peu parler finalement du sujet qui est le vôtre, le futur de la musique, puisque un peu partout on présente la Philharmonie comme un nouveau modèle. Mais finalement, ça pose une question. Si on parle d'un nouveau modèle, il faut d'abord expliquer l'existence. C'est difficile de parler du nouveau si on ne sait pas d'où on part. Donc, je me permets un petit détour. Si on veut comprendre la musique, et pour faire vite, disons la musique classique avec des guillemets, il faut bien comprendre que l'époque centrale, l'époque clé, qui est le carrefour de beaucoup de choses, c'est le 19e siècle. C'est là où beaucoup de choses ont changé. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas de musique avant, bien sûr, mais le 19e siècle a beaucoup innové. Vous avez les mutations techniques. Par exemple, c'est ce qui a permis d'aller du clavecin, pianoforte jusqu'au piano. Et c'est au 19e siècle, finalement, tout au long, avec l'introduction de nouveaux instruments, qu'on est arrivé au vrai orchestre qui permet de comprendre les musiques qui vont de Wagner jusqu'aux grandes symphonies de Mahler, par exemple. Bon. Donc c'est vraiment un siècle important à cet égard.
C'est aussi, du coup, ces mutations techniques ont entraîné de nouveaux répertoires, ça c'est évident. Et également, ces mutations techniques ont entraîné presque une nouvelle façon de penser la musique. Jusqu'au début du 19e siècle, si je prends les grands compositeurs, Bach et d'autres, Bach faisait de la musique, il écrivait des passions, des suites, on parle des suites de Bach. Il pouvait prendre des musiques d'autres compositeurs d'avant et les retripoter un peu pour les améliorer. Bon. À partir de Beethoven, le romantisme change beaucoup. Là, on commence à magnifier le compositeur. On ne parle plus des suites comme ça, on dit la 9e de Beethoven. Le compositeur devient un personnage important, au-dessus de la mêlée. De même, le chef d'orchestre. Toute l'arrivée du grand orchestre fait que le chef d'orchestre devient... C'est le début de la starisation, si vous voulez. Bon. Ou aussi des pianistes comme Liszt. Voilà. Tout ça est arrivé un petit peu dans cette époque-là. Et, surtout important, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au XIXe siècle, cette mutation est liée à l'avènement d'une nouvelle classe sociale qui a profité de la révolution industrielle, qui est la classe bourgeoise. Et il est de bon ton d'avoir un piano à la maison. Le milliardaire à l'époque, c'est pas Steve Jobs, c'est plutôt Pleyel, qui vendait ses pianos à tour de main, à tour de bras. Et également, on crée des très grandes salles. Si vous regardez en France, à Paris, dans les centres-villes, vous voyez arriver le Châtelet, puis vous voyez arriver la salle de l'Opéra Garnier. Bon, tout ça, c'est le 19e siècle qu'il a posé au fil du temps. Ensuite, si on se projette aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans un contexte totalement différent. Néanmoins, il y a des éléments de ce 19e siècle qui continuent fortement à perdurer en musique. Je veux dire par là, le répertoire central reste celui du 19e siècle. Quand on parle de salles de concert, on continue toujours à les penser de la même manière. Non pas des lieux de vie, mais des lieux ouverts le soir, et puis des lieux dans les centres-villes, et puis quand il n'y a plus de place dans les grands centres-villes, on fait la migration dans les quartiers aisés. C'est la même problématique partout dans le monde. Donc, on a une période dont pourtant le contexte a énormément changé. Nous sommes tous d'accord également sur ces transformations importantes qui sont arrivées. Première grosse transformation entre le 19e siècle et aujourd'hui, dont la musique ne peut pas ne pas tenir compte, c'est la mondialisation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire eh ben, il y a la musique occidentale, classique, qui domine le monde. Non, aujourd'hui, le monde, il est ouvert et on n'a plus le monopole. Aujourd'hui, on construit des grandes salles en Asie, partout. C'est plus France, États-Unis. Bon. Donc il y a énormément de changements qui se sont opérés jusqu'à l'avènement du numérique qui fait que le vivant, la salle de concert, est concurrencé par le monde virtuel, le monde numérique. Bon. Et moi, ma thèse, c'est que par rapport à tous ces changements, on pourrait en citer bien d'autres, le changement le plus capital qui intervient, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la société d'aujourd'hui ne peut pas supporter de la même manière qu'au XIXe siècle un art pensé que pour une élite. Je pense que la société d'aujourd'hui a un besoin de démocratie, un certain nombre de tensions sociales qui nous obligent à penser autrement ces questions de relation au public. Et d'un certain point de vue, les arts plastiques, pour le meilleur et pour le pire, ont mieux accompagné, voire précédé les changements qui sont intervenus. Depuis le centre Georges Pompidou, vous avez un lieu ouvert, pluridisciplinaire, toute la journée, matin et soir, multi-propositions. L'ensemble des musées dans les grandes capitales ont modifié leur stratégie. C'est plus seulement la collection, c'est plein d'expositions temporaires, c'est l'événementiel qui l'emporte, ce sont les ateliers enfants, etc., etc. Tout cela s'est passé à la fin du XXe siècle, et quand je dis pour le pire, jusqu'à l'explosion du marché de l'art, où on peut vous vendre encore ce matin une œuvre de David Hockney, 90 millions d'euros. Bon, ça c'est bien sûr
pas ce vers quoi je voudrais que la musique tende, on le comprend. Mais il y a d'autres mutations qui méritent d'être étudiées. C'est ça, ce contexte-là, qui peut expliquer pourquoi, à Paris, en accord avec l'État, la ville, nous nous sommes lancés dans la recherche d'un modèle nouveau, implantation dans un quartier populaire, mixte, 19e arrondissement, bien sûr. Il y a un parc quand même, on se pose pas au... Mais quand même, on est en bordure du périphérique. Donc, avec tout ce que ça veut dire d'essayer de dialoguer avec des nouveaux publics et également tout ce que ça peut vouloir dire d'irriter d'autres publics qu'on vienne se positionner dans ces espaces-là. Ça, c'est le point de départ. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour la création, la transmission auprès des enfants, comment on peut utiliser le numérique à des fins éducatives. Enfin, tout ce modèle pose ces questions et nous l'avons abordé en 2 étapes. Le point de départ, c'est un grand compositeur français qui a porté ça, il s'appelle Pierre Boulez. C'était la Cité de la musique, c'est un bâtiment qui a été designé par Christian de Porzampar, l'architecte, qui comprend une salle de concert de 1000 places, plutôt dévolue à la création contemporaine. Donc, puisque je veux changer la musique, je prends comme point d'appui la création contemporaine, c'était son idée. Mais la musique ne peut pas être simplement des concerts, il faut que ces moments privilégiés, on les accompagne d'autres choses. Donc il y a un musée avec une collection exceptionnelle du XVIIe siècle au XXe siècle, ça représente le patrimoine. Et dans cette cité de la musique, des espaces éducatifs pour la transmission vers les jeunes et une immense médiathèque où là, vous avez des milliers d'heures de captation de concerts pour représenter la manière d'utiliser le numérique de façon intelligente. Ça, c'est la première étape, inauguration 1995. En précisant que tout ça est en face du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, c'est-à-dire un lien avec la plus grande école française, avec celui de Lyon, mais d'apprentissage de la musique. Alors vous avez tout à fait raison d'appuyer là-dessus, puisque l'État a décidé concomitamment de créer et la Cité de la musique et de transférer le conservatoire qui était dans des espaces exigus du 9e arrondissement en face de la Cité de la musique dans l'idée de créer une synergie au niveau des jeunes. Deuxième impulsion de Pierre Boulez, il manque le centre. C'est bien ce qu'on a fait, mais là on arrive à la fin du XXe siècle. On vit dans un monde totalement globalisé, on crée des grands auditoriums symphoniques partout, en Asie, au Brésil, partout. En France, on n'a pas. Donc, il faut à tout prix créer le cœur de la musique, ici, à côté de la Cité de la musique. Bon. Il n'aura pas le temps, ce n'est pas une question d'énergie, mais il incarne un très grand artiste, donc il y a aussi... une certaine inquiétude qu'un artiste amène trop loin dans son utopie les pouvoirs publics. Il y a donc résistance. Et comme j'étais proche de lui, je lui ai finalement succédé en 2002. Et j'ai obtenu l'accord des pouvoirs publics, État et la ville, de lancer le projet en 2006. Le projet, c'est le 2e bâtiment qui deviendra Philharmonie. Donc aujourd'hui, vous avez dans la même institution 2 bâtiments, le bâtiment Cité, Cité de la musique, et le bâtiment Philharmonie. Ce 2e bâtiment sera l'œuvre de l'architecte Jean Nouvel, sera inauguré en 2015. Vous y trouverez à l'intérieur ce fameux auditorium de 2400 places qui se veut au standard mondial, voire même aujourd'hui considéré comme l'un des most au niveau mondial. Mais vous y trouvez aussi des espaces d'exposition temporaire, vous y trouvez une démultiplication d'espaces de répétition, d'espaces d'atelier, ce qui nous a permis d'aller très loin sur l'idée du grand orchestre symphonique, de le décliner des orchestres internationaux invités aux orchestres parisiens qui sont en résidence, aux orchestres français travaillant dans les régions que nous pouvons inviter, jusqu'aux orchestres d'enfants que nous créons ou auxquels nous nous associons, comme dans le cas d'El Camino. Donc voilà le complexe. Mais il faut le penser, non pas comme 2 bâtiments séparés,
mais comme quelque chose, vous avez la salle de 2400 places, la salle de 1000 places, le musée, les expositions temporaires, tous les ateliers pour les enfants, le multimédia. Donc un lieu de vie matin, après-midi et surtout durant les week-ends où les parents peuvent aller avec leurs enfants dans des ateliers, peuvent laisser les enfants aux ateliers, aller dans les concerts. Enfin, vous pouvez vivre toutes sortes d'aventures et ça se rapproche dans ce sens de ce que j'expliquais sur ce qu'on peut trouver parfois dans des musées aujourd'hui. C'est finalement revenir au fait qu'une salle de concert, une salle dans laquelle des artistes s'expriment devant un public, finalement c'est un lieu de vie avant tout. Et ce que vous disiez tout à l'heure qui, à mon avis, est passionnant, et c'est à mon avis encore une erreur fréquemment commise d'ailleurs, c'est de faire des salles de concert qui ouvrent à 19h30 lorsque le concert est à 20h30 et ferme à l'issue du concert. La Philharmonie de Paris, c'est une salle qui est ouverte, je ne dirais pas 24 heures sur 24, parce que déjà vos journées sont chargées, mais ça pourrait presque être ça, c'est-à-dire qu'on va à la Philharmonie de Paris pour visiter le musée, on va à la Philharmonie de Paris pour découvrir un atelier, soit prévu, organisé dans un cadre scolaire, soit dans un cadre familial le week-end, et puis dans tout ça, la musique, l'orchestre, finit par s'inscrire très naturellement. Et c'est ce très naturellement sur lequel je voudrais qu'on revienne un peu, parce que, évidemment, à Pau, c'est particulier, parce que nous avons, je crois, su tisser un lien très, très particulier et très cher avec le public, mais si on réfléchit à ce qu'est le public des concerts symphoniques, eh bien on s'aperçoit qu'il a petit à petit, parce qu'on l'a incité, parce qu'on a installé les salles de concert dans les quartiers privilégiés, etc., mais on a petit à petit inventé tout un tas de codes, de protocoles, pour finalement un peu rester entre soi. Alors qu'il n'y a pas besoin de compétences énormes pour trouver la symphonie pastorale de Beethoven magnifique, pour trouver le Sacre du printemps de Stravinsky exubérant et énergisant, etc. Et donc, je trouve que ce qui est assez merveilleux avec le projet de la Philharmonie de Paris, et qui est à mon avis l'avenir des salles de demain, c'est justement cette proximité à la fois très exigeante. Les plus grands orchestres du monde, et là je ne parle pas de l'orchestre de Pau le 21 juin dernier, mais les plus grands orchestres du monde s'y produisent, l'orchestre de Berlin, l'orchestre de Chicago, l'orchestre de Cleveland, le LSO, et évidemment l'orchestre de Paris, la plus belle phalange symphonique de France. Tous ces orchestres s'y produisent, mais dans un état d'esprit totalement différent et d'accessibilité. La musique est rendue, et il y a encore du chemin à faire, mon cher Laurent évidemment, mais beaucoup plus possible, ne serait-ce que possible. Je peux aller au concert. J'ai le droit d'aller au concert, au-delà même de la question de la tarification. Oui, si vous voulez, si on est toujours sur la question qui est sous-jacente à votre propos, mais vers quel avenir allons-nous? Alors, un, je ne sais pas, mais deux, je me battrai volontiers pour un avenir où on fasse tout pour essayer de mettre en confrontation, en regard, ce que nos usages de la vie quotidienne passent le temps à diviser. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, y compris peut-être le mien avant, soit vous êtes au niveau mondial, les orchestres que vous avez cités, soit vous êtes au niveau national, oui c'est bien, mais quand même, c'est pas tout à fait ça, soit vous êtes au niveau local, et on divise. Et vous avez des lieux qui font le local, des lieux qui font le prestige, etc. Ça, c'est une vision catastrophique. Il faut que le même lieu puisse confronter cela. Peut même se poser la question professionnelle-amateur. Les amateurs pouvant être, en l'occurrence, les enfants, dans le cas. Les enfants dont on parle, comme les enfants d'El Camino, peuvent se produire dans la salle où se produit l'avant-veille Chicago. Il n'y a pas de problème. Musique classique, musique populaire. Nous faisons plus de 500 concerts par an, 300, un peu plus, 50 de musique classique, mais 150 musiques actuelles, jazz, pop, version électro et musique traditionnelle, musique du monde. On arrive à confronter tous ces différents champs. Et enfin, la clé, c'est que partant de là, vous arriviez à confronter les publics. Si votre salle, si votre lieu, dans n'importe quelle grande ville d'Europe ou où que ce soit, est uniquement le lieu d'appropriation de spécialistes, qu'on va appeler mélomanes pour faire vite,
alors vous ne pouvez rien faire de tout ce que je dis. Vous ne pouvez pas mettre la création en confrontation du patrimoine parce que les gens vont quitter la salle si le même concert a Beethoven et puis une création, ils vont râler pendant la création, etc. Tandis que si vous avez dans le concept même mis ça comme étant la signature du lieu, alors le public, quel qu'il soit, vient avec ouverture et générosité. Et c'est vraiment la clé. Soit on continue à dire « mais c'est pas un problème, on s'en moque, après tout c'est très bien d'être entre soi ». Et d'ailleurs, vous, on peut me critiquer, n'êtes-vous pas vous-même un mélomane averti? Donc en quoi cela peut-il vous gêner l'entre-soi? Et puis les salles sont pleines de toute façon. Et puis, de toute façon, les salles. Et puis vous aurez peut-être une meilleure logique économique parce que vous pouvez mettre les prix de place plus chers que si vous vous ouvrez à des nouveaux publics. Donc je connais tout le discours qui peut militer pour ça. Résultat, vous avez une sociologie étudiée par les études d'un public de moyenne d'âge plus âgé que la moyenne nationale, je peux en parler, puisque j'en fais partie, donc ce n'est pas une gêne d'en parler. Vous avez un public plus aisé que la moyenne d'âge, et vous avez surtout un public énormément plus cultivé. La moyenne en France, calculée sur l'étiage qui vaut ce qui vaut, hein, c'est pas terrible, mais disons bac plus 3, en moyenne pondérée comme ça, est de 15%, 20% selon les calculs. Dans les salles de concert, on monte à 70%, à 75%. C'est très bien, à première vue. Je suis pour, et surtout pas pour faire partir ces publics. Moi, je suis pour que ces publics restent, mais de pouvoir là aussi élargir et les mettre en regard, en partage avec de nouveaux publics qui peuvent être effectivement plus jeunes, effectivement moins cultivés, effectivement à un moment de leur vie où ils n'appartiennent pas forcément aux catégories plus, mais ils peuvent appartenir à des catégories en balance entre classe moyenne et des classes moyennes plus ou en train de peut-être pas totalement paupérisé, mais disons en difficulté. Bon, c'est un critère central. Si on ne prend pas conscience collectivement, y compris les mélomanes, que l'intérêt de la survie, pour la survie de leur art, est d'aller vers un modèle partagé, alors oui, dans 20 ans, dans 30 ans, il va y avoir un énorme problème. Parce que les pouvoirs publics ne pourront pas continuer à investir à fond perdu des sommes importantes pour simplement un public choisi. La société ne le permettra progressivement pas ou de moins en moins. Et il y a d'ailleurs une anecdote, je trouve souvent que les anecdotes précisent certaines pensées. Un public très renouvelé à la Philharmonie de Paris du fait de cet élargissement esthétique qui fait que le public va à la Philharmonie de Paris et parce qu'il y est allé écouter du jazz ou de la chanson, eh bien, il y a plus de chances qu'il y aille écouter l'Orchestre de Paris ou de la musique. Donc il y a un croisement et une diversité du public. Et Laurent Bayle a parlé évidemment de la situation géographique. Et ce qui pouvait arriver arriva, c'est que à des concerts classiques, entre deux mouvements de symphonie, ce petit entre-soi a été brisé par le fait qu'une partie du public s'est mise à applaudir à un moment où normalement on n'a surtout pas le droit. Et là j'ai adoré la réponse de l'institution. Évidemment c'est Laurent qui a dû piloter cette réponse très, très habile. C'est de dire, nous, institution Philharmonie de Paris, ça ne nous dérange absolument pas que des gens applaudissent entre deux mouvements de symphonie. Parce que ce que ça exprime, le fait d'applaudir ou de ne pas applaudir entre deux mouvements, ça exprime la différence entre ceux qui savent, ceux qui ont les codes, et ceux qui ne les ont pas. Ça peut être très gênant. À la fin de l'adagietto de la 5e de Beethoven, si quelqu'un hurle son bonheur, allume son briquet, et bon, évidemment, ça peut perturber mais qu'à la fin d'un premier mouvement extrêmement brillant de concerto de Tchaïkovski, on accompagne la performance et le bonheur de cette fin par une manifestation sonore qui s'appelle les applaudissements, c'est pas du tout gênant. Mais on l'a tous vécu, ça, qui signifie juste, moi je sais qu'il ne faut pas le faire. Alors que, et je ne sais pas, cette anecdote pour moi en dit très long parce que c'est pas une question qui se posait forcément à la salle Pleyel ou au Théâtre des Champs-Élysées. Et pourtant elle s'est posée à la Philharmonie de Paris et pour moi elle traduit la réussite justement
du renouvellement des publics. C'est ce qu'on se disait également le 21 juin. J'avais la chance d'être à côté de Laurent Bayle au concert de l'orchestre et des Caminots. Et très clairement, dans la salle, il y avait des gens qui venaient au concert pour une des premières fois de leur vie, ne serait-ce que les quelques parents palois qui avaient fait le voyage pour voir leurs enfants. Mais il y avait un public très, très diversifié et extrêmement rafraîchissant et extrêmement émouvant, du coup, pour nous, de se dire oui, demain, il y a un public qui existe. Oui, demain, la musique peut continuer à susciter des émotions partagées. Et c'est, je trouve, rafraîchissant et encourageant. Oui. Sur ce débat-là, je partage totalement votre avis. Et bien sûr, il faut faire attention de ne pas exacerber le débat. C'est-à-dire, j'essaye dans la communication de ne jamais ni montrer du doigt le mélomane, ni montrer du doigt le nouveau public. Parce que moi-même, j'irai sur le terrain de la division que je dénonce. Mais en revanche, le constat, je le connais. J'ai mes propres contradictions et il m'arrive des fois, pour exister au niveau mondial, parce que nous sommes dans un monde où nous devons exister face à Tokyo, face à Séoul, face à Pékin, face à New York, etc., et Berlin et Londres, pour ne citer que ces villes, sans oublier Vienne. Il nous arrive des fois d'avoir donc des concerts invités de formations très prestigieuses avec des chefs et des solistes très prestigieux qui nous coûtent un prix égal à ce prestige, si vous voulez, ou correspondant à ce prestige, et qui nous obligent à mettre des prix de place très chers. Bon. Eh bien, je n'ai jamais entendu dans ces concerts où les prix de place sont très chers, j'essaie toujours de réserver un quota de place à 10 € pour les jeunes et autres, mais je n'ai jamais entendu un applaudissement entre les mouvements. Simplement, la typologie de mon public s'est uniformisée extrêmement fortement. Parallèlement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour avoir le plus régulièrement possible une offre à des prix que je considère normaux et, si possible, accessibles à tout public. Mais le tout, il faut le mettre vraiment avec des guillemets. Ça ne sera jamais tout, malheureusement, bien sûr. Et c'est là où s'opère la séquence et l'exemple des applaudissements. Ça survient régulièrement. Personnellement, je trouve que c'est une preuve de bonne santé et aussi une preuve que des personnes aux usages différents, réunies dans une salle, venant écouter de la musique, doivent ajuster leur position personnelle par rapport aux voisins. Parce que si vous commencez à dire chute aux applaudissements, bien sûr, la séquence d'après, je l'ai eue, celle-ci aussi, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher les gens de tousser ? Bon. Et puis après, qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher les gens de bouger ? J'ai peut-être des mitraillettes, mais je ne suis même pas sûr que ça marchera. Bon. Donc, il n'y a pas de limite dans ce côté-là. D'un autre côté, il ne s'agit pas que la salle soit l'objet où on tue tout rituel et tout irrespect. Je suis favorable, parallèlement, au maintien d'un certain respect et au rappel à l'ordre discret de personnes qui dépasseraient simplement la transgression des codes, mais ils deviendraient des gêneurs publics dans une salle. Vous voyez ? Donc c'est des questions de point d'équilibre. Vous avez deux sujets. Vous avez le sujet, comme je viens de le raconter en semaine, de publics qui ne connaissent pas. Et vous avez un deuxième sujet qui est très rafraîchissant, c'est quand vous offrez des projets en week-end où vous dites je couple les ateliers familiaux, découverte des instruments de la famille, enfants, famille, et puis avec la possibilité d'aller à un concert familial l'après-midi. Là, vous avez le même phénomène qui se produit, puisque les jeunes, adolescents ou préadolescents, eux aussi, alors là, pour le coup, on ne va pas leur reprocher de ne pas avoir les codes, et donc eux aussi sont dans une situation d'applaudissement. Et on verrait bien l'absurde que d'aller leur dire, chers enfants, n'applaudissez pas, quoi. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il faut vraiment voir dans cela combien c'est porteur d'espoir et d'espérance, même pour le milieu musical. Alors, on a parlé de la modernité, donc peut-être un exemple pour demain, mais tel que Laurent Bayle et les pouvoirs publics ont imaginé la Philharmonie de Paris.
Il y a un autre élément, on a parlé de la création, on a parlé du très fort symbole que représente le fait que le cœur de cette philharmonie, c'est-à-dire cette magnifique salle de 2400 places, porte le nom d'un créateur, Pierre Boulez, avec l'émotion particulière que cette salle s'est ouverte au moment où lui-même s'éteignait, en 2015, si ma mémoire est bonne. Alors, je voulais aussi qu'on aborde quelque chose, à mon avis, très important dans la modernité d'un espace de diffusion, c'est le fait que cet outil abrite en son sein une école de musique, finalement, pour dire très simple, absolument extraordinaire, qui s'appelle Demos. Alors, pour une fois qu'ils ont inventé un acronyme riche de sens et beau, citons-le, Demos, dispositif d'éducation musicale à objet social, à vocation sociale et orchestrale et sociale. Alors, comme c'est un SNCF, on ne se trompe pas, parce que c'est pas un... Mais Demos, voilà, c'est... Et ça, c'est aussi une source de réflexion, je pense, pour l'avenir, c'est que dans un même lieu, que des enfants qui y travaillent, qui ont accès au plateau, Laurent Bayle le disait tout à l'heure, eh bien, ils ont accès au même plateau que les grands, comme c'est des choses qui se font assez souvent dans le monde du sport, par exemple. Eh bien, est-ce que... Et ça, c'est unique en France et probablement en Europe, que dans un même lieu, il y ait le musée, on l'a évoqué, on n'aura pas le temps d'en parler trop, mais allez le visiter, il est merveilleux. Il y a cette salle ou ces salles de concert, parce qu'il y en a plusieurs, mais la grande de 2004. Et puis ça abrite aussi un des projets qui bouleverse le plus aujourd'hui le paysage de l'enseignement musical et qui permet à des enfants très éloignés de la musique d'en faire et d'y venir y jouer, comme nous l'année dernière. La présence de ces enfants, musiciens, jeunes artistes en devenir, bouleverse forcément l'ensemble du dispositif. Ça le bouleverse, moi je dirais que ça lui donne un sens. Ça en a déjà un, mais un sens plus profond. Je me situerais volontiers du côté de la défense du patrimoine, d'une certaine façon de défendre le patrimoine. Je considère que pour défendre le patrimoine, les valeurs, les grandes œuvres, etc. du passé, il faut donner une place forte à la création et une place forte à la transmission. Les gens voient la création, la musique contemporaine, souvent comme une rupture avec le passé. Je suis d'accord, quand on écoute pour la première fois, on n'a pas de repères, on voit les éléments qui perturbent. Mais pour qui se familiariserait à une musique de Pierre Boulez, il verrait très vite que cette musique n'existerait pas sans le lien qu'elle a avec Debussy ou avec Berg, voire avec Stravinsky. Et finalement, ce débat de la transmission consiste à mettre les enfants dans le projet politique, au centre du projet politique de la Philharmonie, puisque ces enfants, quand ils avancent au bout de l'année 2, puis l'année 3, voire par la suite, ils sont amenés à travailler, comme dans le cadre d'El Camino, des œuvres du répertoire classique. Ils sont amenés à travailler parfois des œuvres issues d'autres cultures, d'autres continents, et ils sont amenés à travailler des œuvres qu'un compositeur contemporain va accepter d'écrire pour eux. Bon. Et là, je trouve que subitement, à eux seuls, ils éclairent le sens global de comment on devrait penser ce qu'on appelle la musique classique. C'est-à-dire non pas comme une époque historique, mais comme un continuum historique, et que ce continuum historique, il ne faut pas avoir peur pour le faire vivre de se projeter. On se projette à travers la transmission des enfants et on se projette à travers les visions singulières que des créateurs d'aujourd'hui peuvent avoir par rapport au monde tourmenté dans lequel nous vivons. Alors, est-ce que toutes les salles de concert auront demain des dispositifs de ce type-là ? Peut-être, mais je pense que ça fait partie de la réflexion sur la musique demain. Parce que finalement, la musique demain, c'est compliqué de savoir quelle sera cette musique. C'est aux artistes, personne ne peut prévoir la grande fugue de Beethoven, le sacre du printemps, une symphonie, un Schoenberg ou le marteau sans maître. En revanche, il est de notre devoir de réfléchir à la musique de demain pour qui ? Et c'est de ça, finalement, je pense, dont on parle depuis tout à l'heure avec Laurent Bayle. Pour revenir aussi à cette question de transmission,
il y a aussi le fait que très souvent, en tant que gestionnaire, directeur de site, on parle beaucoup, on rapporte beaucoup les projets pour les enfants, les projets éducatifs, les projets de médiation. Euh, Très souvent, on nous dit ah oui, ça c'est très bien, c'est très important de faire ça parce que c'est le public de demain. Et moi, c'est quelque chose, et quand on voit la façon dont la Philharmonie de Paris s'occupe de Demos, ou parraine et aide des projets en région comme chez nous avec El Camino, eh bien en fait on s'aperçoit que le principe même de ces projets, c'est pas de s'occuper du public de demain, c'est de s'occuper des enfants d'aujourd'hui. Et c'est parce qu'on s'occupe des enfants d'aujourd'hui en leur faisant faire de la culture, en leur faisant accéder à ces œuvres qui appartiennent à tous et qui va les construire pour vivre avec nous, qu'à mon avis, on va beaucoup plus loin dans le fabriquer ensemble un monde solidaire, éclairé, exigeant et bienveillant. Et c'est ce public-là qu'on retrouvera probablement demain dans les salles de concert parce qu'on aura fabriqué avec eux ces choses-là. Je ne sais pas... Dans un monde idéal, auquel nul ne peut prétendre atteindre, mais disons, vous avez des pays où l'éducation générale inclut plus la musique. C'est le cas peut-être certains pays scandinaves, ça peut être le cas aussi en Allemagne. On peut dire que penser, fabriquer, j'aime pas le mot, mais le public de demain, c'est le rôle de l'éducation nationale. C'est ce qui devrait se faire à l'école. Comme nous sommes dans un système où la musique est peu ou mal prise en compte à l'école, beaucoup d'opéras, d'orchestres, de professionnels essayent de remplir le vide et donc de fabriquer des publics de demain. Ce que je n'aime pas trop dans cette démarche, c'est qu'ils sont amenés très souvent à privilégier des actions de saupoudrage. On va faire beaucoup une fois et on voit les enfants une fois par an dans chaque école où on reçoit à une générale de concert 1000 enfants et on fait un petit échange ensuite. Bon. Je n'ai rien contre, bien évidemment, mais ça ne peut pas faire office de politique. C'est un élément, un adjuvant qui pourrait venir en appui d'une politique que mènerait l'éducation nationale. Ça ne permet pas de tracer des lignes d'avenir. Si on veut tracer des lignes d'avenir, il faut prendre le problème comme vous l'avez pris avec El Camino, comme nous essayons de le prendre avec Demos, c'est pour ça que nous sommes ensemble, et vraiment se poser les questions, comment peut-on accompagner des enfants 2 à 3 fois par semaine, le nombre d'encadrants musiciens professionnels requis pour que les enfants progressent. Et il y a toute une logique à mettre en place qui, bien sûr, ne permet pas de faire du chiffre, mais qui a un effet mesuré, avéré, très important sur les enfants qui sont concernés par ce projet. Et ce sont des effets que les études que nous avons demandées à des laboratoires permettent de mesurer, y compris sur les résultats scolaires, sur l'empathie, sur l'amélioration des relations avec les parents, avec la notion de responsabilité, de fierté de soi, de discipline, etc. Et ça, je trouve que c'est un juste et bon chemin, plus difficile, plus ardu, qui nécessite bien sûr une démultiplication de moyens plus importants, mais à la hauteur des enjeux que doit affronter le monde dans lequel nous vivons, qui malheureusement, c'est pas la musique qui a inventé les problèmes. Donc on ne peut pas considérer qu'il suffit d'édicter des règles quantitatives pour résoudre les problèmes de l'importance où ils se posent aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Et ces moyens importants, évidemment, sont indispensables pour mettre en œuvre. Mais on oublie très souvent de calculer ce que ça coûterait de ne pas le faire. C'est-à-dire que oui, la culture, oui, la transmission, oui, l'apprentissage, oui, le fait de faire de la trompette, du violon, du piano, etc., participe à la prévention, ce que vous disiez sur les études, au décrochage scolaire, éventuellement à l'entrée dans la délinquance, etc. Et d'avoir cette
politique extrêmement positive pour les enfants, très bienveillante, qui n'a pas l'objectif d'en faire des futurs musiciens professionnels. Enfin, vous savez, heureusement que tous les enfants qui font de la musique ne deviennent pas professionnels, parce que déjà, le métier est très difficile pour devenir professionnel. Donc, on accepte tous ici, je pense, d'être tennisman, cycliste ou golfeur ou nageur amateur, mais acceptons tous aussi d'être musicien amateur, d'avoir pris du plaisir, d'avoir fait 5-6 ans de trompette et de se retrouver avec des amis à faire de la trompette. Et le 21 juin, je voulais aussi vous entendre et vous interroger là-dessus, parce qu'il se passait un événement assez historique, finalement, évidemment historique pour nous d'y jouer. Mais c'est aussi qu'en ouverture d'un concert professionnel, les enfants d'El Camino, les enfants d'El Camino Demos, jouaient devant un public venu écouter un orchestre professionnel dans un programme déterminé, une grande fête espagnole, et avec Lucero Tena, que les Palois connaissent bien, aux castagnettes. Et au début de ce concert, eh bien, on ouvrait, alors ici vous avez un peu l'habitude avec le concert du Nouvel An, on vous fait le coup aussi, mais pour la Philharmonie de Paris, qui abrite pourtant l'idée d'origine de Demos, c'était une des premières fois. Et on en a parlé un petit peu, parce que j'ai la chance d'être à côté de vous au concert. Comment vous, en tant que patron de cette salle, porteur de ce projet depuis le début, de toutes ces interactions dont on parle depuis tout à l'heure pour faire sens, pour faire œuvre autour de la musique, comment vous avez perçu cette première, si j'ose dire, un peu immodestement? Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'abord, il faut dire que les projets d'orchestre pour enfants, la société civile, donc la société civile, c'est vous, moi, et y compris des personnes qui peuvent être plus aisées que vous et moi, la société civile, de plus en plus s'intéresse à ces projets. Je vous ai dit qu'on avait 30 orchestres, on en aura 60 bientôt. Plus d'un tiers du financement de ces orchestres provient de donateurs privés, fondations privées ou fondations d'entreprises. Donc l'intérêt, il est perçu, y compris par des personnes privilégiées qui pensent effectivement que c'est le chemin à accomplir pour vivre dans une société apaisée. Donc ça, on l'a beaucoup travaillé à la Philharmonie et nous avons très souvent des demandes émanant de la société civile de partager des moments spécifiques avec ces enfants jouant. On a même fait des campagnes de ce qu'on appelle maintenant crowdfunding, où c'est les spectateurs qui donnent 1 euro, 2 euros. Bon, pour vous dire, on va arriver un jour à peu près à 5 millions d'euros par an qui viendront de la société civile. En revanche, ce que l'expérience que vous avez proposée nous a amené de nouveau, c'est qu'effectivement, je n'ai jamais osé, entre guillemets, mettre un orchestre d'enfants, faire 15 minutes, et puis après l'orchestre de Paris sur la scène venant faire une symphonie de Mahler. Bon. Alors, c'est compliqué parce que d'un côté, on se bat tellement pour attirer de nouveaux publics. On se dit, si on doublonne ce questionnement des nouveaux publics avec cette présence-là, est-ce qu'on donne le mode d'emploi, les explications suffisantes qui permettent à tout le monde de comprendre ce qui se partage ici? Donc, l'expérience m'a passionné dans le cadre de ce que vous avez pu mener, parce que vous maîtrisez aussi très bien ce processus. Parce que, encore une fois, sur l'ensemble des orchestres d'enfants que je connais en France, vous êtes le plus avancé. Vous êtes celui qui fait le plus de répétitions par semaine. Vous êtes donc celui où, même quand on voit jouer des enfants, on a non seulement l'émotion, mais on a le début d'une qualité musicale qui s'exprime. Vous voyez, il y a un certain nombre d'ingrédients qui le permet. Donc, voilà, pour l'instant, l'expérience m'a fortement intéressé. Et je n'ai pas encore tous les outils en main pour me permettre de dire qu'il y a un modèle de généralisation ou d'extension de cette expérience-là. Sachant que c'était un concert qui avait lieu le jour de la fête de la musique, avec un programme particulièrement festif, et avec le fait que l'orchestre El Camino est dirigé par le même chef d'orchestre que l'orchestre de Pau, c'est-à-dire Faisal Karoui, qui fait lien quand même
Voilà. Et c'est pas tout à fait pareil que l'Orchestre de Paris voilà, juste avant la troisième de Mahler. Il y a une unité. Si j'invite Ricardo Muti avec l'Orchestre de Chicago et que je mets mes enfants de Demos pendant 10 minutes avant, je peux passer quand même plusieurs heures à devoir lui expliquer dans la loge pourquoi on fait ça. Ou ne pas lui dire et l'envoyer sur scène voilà. une fois. Je ne suis pas sûr du bon résultat. Eh bien, nous avons passé donc 3 quarts d'heure à peu près à parler de ce modèle qui est un possible devenir de la musique, parce que de toute façon, avant de prendre vos questions, de toute façon, je pense que nous sommes tous convaincus ici que quel que soit le monde de demain, et espérons qu'il soit heureux, de toute façon, la musique qui existe de tout temps, j'aime souvent dire qu'elle a commencé lorsque la première maman ou le premier papa a chanté au premier enfant pour l'endormir, eh bien je pense que la musique existera toujours, et que même en ayant dans un tout petit objet numérique toutes les symphonies de Beethoven, de Brahms et de Mahler dans la poche avec un casque, je pense que rien, jamais, je l'espère, n'égalera la salle de concert et cette émotion à la fois si individuelle et si belle lorsqu'elle est partagée avec du monde autour. Je vais juste me permettre une remarque. Vous avez tout à fait raison de dire un modèle possible. Ça n'est pas le modèle. Il y a un champ d'exploration infini, une association qui fait venir des artistes en milieu rural et partager un moment de musique dans des villages et autres est tout aussi beau que ce que je vous raconte. Je ne hiérarchise rien. Je raconte le modèle que nous avons mis en place, adapté à une situation d'un très gros centre urbain. Paris, 2,5 millions, la première couronne autour, ce qu'on appelle le Grand Paris, on doit arriver à 6 ou 7 millions. Mais je ne vais même pas sur toute l'île de France. Bon, il est certain que la comparaison de Paris fonctionne avec New York, Tokyo, Londres, mais bien évidemment, je ne pense pas que ce soit intelligent, adapté, de l'appliquer mécaniquement à d'autres cas de figure qui auraient des conurbations moins importantes en nombre d'habitants. La question, c'est l'esprit, les critères, transmission, création, patrimoine, comment se servir du numérique. Enfin, ce sont des questions clés qu'il faut se poser. C'est ça l'intérêt, et qu'on peut retrouver décliné d'une toute autre manière dans d'autres projets tout aussi intéressants. On peut en modifier l'échelle, mais on essaiera d'en garder l'esprit. Je vous remercie beaucoup, Laurent Bayle, de votre venue et de vos explications. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je ne sais pas si quelqu'un... Voilà, oui. Qui sont les enfants qui font partie de Demos? Alors, le choix qui a été fait est d'inscrire Demos dans des quartiers politiques de la ville.